Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du mois sur le thème des startups et des RH, les clés pour attirer, retenir et inspirer les talents de demain. Merci beaucoup Philippe et Mohamed d'être avec nous. Avant de commencer ce webinaire, je souhaiterais donc vous rappeler que l'objectif de notre webinaire serait comment comprendre les enjeux des RH dans le processus de croissance d'une startup. Notre webinaire va durer 45 minutes avec 15 minutes à 20 minutes de présentation et ensuite des échanges pendant tout le webinaire via le chat et 15 minutes à la fin pour des échanges encore plus poussés sur les échanges que nous pourrons avoir tout de suite. Avec 3 promesses, des exemples concrets et pratiques avec notre client, un partage de nos bonnes pratiques en tant qu'expert RH et une stratégie rentable pour améliorer la gestion de vos besoins RH. N'oubliez pas, toutes les personnes inscrites, vous avez droit à un cadeau d'inscription. N'hésitez pas à scanner sur le QR code à la fin afin de pouvoir vous les envoyer. Quelques principes d'échange d'efficacité. Donc, posez toutes vos questions dans l'onglet chat. Remplacez le questionnaire de satisfaction pour recevoir le support de présentation si cela vous intéresse. Le replay est disponible sur le même lien de connexion. Et puis, passez à l'action après l'événement. Pourquoi pas récupérer votre cadeau de remerciement, soit sur le QR code, soit en nous envoyant un message sur contact@orgum.com. À vous, Philippe. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer le webinaire et d'autant plus avec l'invité du jour. Vous allez voir, il est passionnant. Alors, vous fiez pas à son visage angélique et jeune, c'est un redoutable businessman et un visionnaire de fou. Donc, on va passer un moment extraordinaire avec Mohamed que je présenterai tout à l'heure. En ce qui me concerne, donc, pour ceux qui me connaissent déjà, juste un petit rappel. Donc, moi, j'ai été DRH dans plusieurs entreprises et je suis le dirigeant du cabinet Orgum depuis 12 ans, qui a pour vocation de développer la performance humaine dans les organisations et d'accompagner les dirigeants. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on parle beaucoup des salariés, on parle un peu moins des dirigeants. Et voilà, j'ai une sensibilité toute particulière pour l'humain qui incarne souvent ces chefs d'entreprise et de défendre leur vision parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une société qui avance. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition l'expérience que j'ai acquise et de profiter de cette expérience pour la transformer en expertise et en partage de bonnes pratiques. Alors, le temps que le slide se change. Donc, voilà, le sujet du jour, on est sur le sujet des startups. Donc, on a fait plusieurs webinaires. Ce sujet, c'est vraiment un sujet qui nous tenait à cœur parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses sur les startups, des très belles comme des plus diffuses. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de partager via notre invité une expérience concrète de startup. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a peut-être un slide qui est passé. Non. Voilà. Donc voilà, je savais bien. Donc avant d'aller sur le sujet des startups, je laisse Mohamed se présenter. Vous allez voir, il a une façon toute particulière de le faire. Salut Philippe, merci pour cette introduction et de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Vraiment, ça me rend heureux. Donc, simplement pour partager une partie de nos expériences, de notre histoire, parce que ça peut être utile aux autres et j'espère que ça sera utile à un maximum de personnes. Donc, en effet, Mohamed El Mazouji. La slide, elle a disparu chez moi. Je ne sais pas si… Oui, ça a bougé. Ah voilà, d'accord, ok. Donc, bon, je continue. Donc, je suis Mohamed El Mazouji, le fondateur de EduCup. EduCup, qui est une entreprise un peu particulière, parce que c'est une entreprise sociale et solidaire, dans un format Startup Studio, donc qui est une machine à projet. Donc ça en dit long aussi sur ma vision. Et qu'est-ce qui a animé ma vision? En effet, ce que je présente souvent, c'est que je suis papa. Et donc, c'est ma seconde naissance est arrivée lorsque je suis devenu papa et ce qui m'a changé, ce qui a changé le regard que je portais sur le monde, puisqu'auparavant, j'étais ingénieur, chercheur dans le secteur de l'énergie nucléaire. Et c'est un secteur que j'ai complètement quitté et pourtant qui me passionnait.
Moi qui suis un scientifique qui me passionnait dans une première partie de ma vie. Donc, pourquoi je dis que je suis inspiré par mes enfants, c'est que mes enfants m'ont permis de découvrir le monde de l'éducation et surtout à quel point il était important de construire des projets innovants. Donc, pour répondre à cette problématique de l'éducation qui est complexe. Et qui dit équation complexe, dit solutions multiples. Et donc, c'est pour ça qu'EduCup, c'est une sorte de start-up studio qui conçoit et développe des projets innovants autour de l'éducation pour améliorer la vie des enfants, donc autour de l'éducation. Mais l'éducation, c'est pas que les enfants, c'est aussi les parents. Donc, parce que je me suis transformé humainement au travers de l'éducation, mais c'est aussi tous les adultes qui vont accompagner de la vie d'un enfant à un moment donné, donc que ce soit des professionnels, des animateurs, de la petite enfance ou de l'éducation. Et en fait, il y a quand même un fil conducteur dans tous ces projets, donc qui aujourd'hui se manifeste au travers de plusieurs entreprises, notamment Domisori, une société de service à la personne, et Aide Academy, un organisme de formation. Donc, il compte près de 600 salariés au total, donc en 5 ans, parce que EduCup est né en 2019. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la croissance, mais ce que je veux dire, c'est que le fil conducteur, c'est l'humain. Donc, et quand on parle d'éducation, on parle de croissance humaine, et c'est important. Une capacité aujourd'hui en tant que dirigeant de mettre l'humain au centre d'un projet. Donc, que ce soit l'enfant, puisque c'est le service qu'on adresse, mais aussi le cœur du projet, c'est les humains, les collaborateurs qui le composent. Top. Merci Mohamed. Bon, vous avez compris, restez avec nous parce que Mohamed, vous allez voir, c'est quelqu'un de passionnant et passionné. Et il a réussi la gageure de mettre en lien l'humain et sûrement de faire une des meilleures licornes françaises, en tout cas on l'espère pour lui, sur l'entreprise dont il nous a décrit les premiers éléments. Moi, ce que j'aime bien, lorsque je définis une startup, donc excusez-moi si je répète ce que Philippe a dit, mais en effet, dans startup, il y a ces deux mots qui sont start et up, si on fait un peu d'étymologie. Donc, le start porte la notion d'innovation. Donc, c'est le fait d'apporter un service ou un produit qui n'existait pas jusqu'à présent, qui répond à de nouveaux besoins. Et le up, la capacité de scalabilité, en tout cas de croissance qui est très forte, qui nécessite en tout cas de pouvoir déployer ce service à une échelle grande, qu'elle soit territoriale, nationale, voire même internationale. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'innovation. Donc, la startup, ce que je dis souvent, c'est la vitesse, l'agilité. Ça va vite. Une startup, c'est aussi une boîte qui se restructure tous les 6 mois. Donc, parce qu'elle doit se réinventer. Dans l'agilité, ça en fait partie. Donc, c'est pas la même chose lorsqu'on démarre, qu'on est tout seul, lorsqu'on est 3, lorsqu'on est 10, lorsqu'on est 20 et ainsi de suite. Donc, ça nécessite vraiment de se réinventer plusieurs fois chaque année. Donc, et l'enjeu de la startup surtout, donc en effet, on en parle beaucoup, c'est de ne plus être une startup le plus rapidement possible. Et c'est important de l'avoir, donc on part de zéro, mais c'est l'atteindre la rentabilité, en effet, ce que tu précises bien, le plus rapidement possible pour devenir une scale-up et surtout une entreprise pérenne et rentable. Top, merci du partage, Mohamed. Donc, tu en as parlé assez rapidement, il y a 4 niveaux dans la phase initiale d'hypercroissance et on est sur un taux de croissance rapide. Et donc là, il faut bien avoir identifié les ressources dont on va avoir besoin à la fois humaines et financières. Ce qui peut poser et ce qui pose souvent de graves difficultés, c'est qu'entre le petit noyau de fondateurs, cofondateurs, preneurs du projet du départ, en fait, on peut avoir une expansion rapide de l'équipe et très rapidement des gens qui s'y retrouvent plus parce que ça va tellement vite qu'on n'a plus la même proximité avec le dirigeant et avec les équipes. On doit dans le même temps avoir un investissement élevé, à la fois humain, financier et RH, et tout en gardant en tête, et Mohamed l'a dit, l'adaptabilité et l'agilité, parce que qui dit startup dit on est sur un mode projet et on ne sait pas ce qui va découler de ce projet. Il peut y avoir tellement de versions du projet qu'il faut pouvoir garder en tête c'est quoi les opportunités du moment et est-ce qu'on y va pas. Donc ça, c'est vraiment un point important. Sur les étapes de croissance, donc pour dire rapidement, on a l'idéation, on va rien apprendre. Là, on génère l'idée et on définit la mission de la startup. On va identifier les problèmes du marché et développer le concept. Donc ça, généralement, ça se passe plutôt bien. Après, on a cette phase d'hypercroissance qui commence à être déjà une vraie difficulté
Nous, on a l'habitude de dire qu'en fait, nos clients viennent nous voir soit quand ils ont une forte décroissance ou des grosses problématiques de rentabilité, mais aussi quand il y a une grande phase d'hypercroissance, parce que la croissance, il faut pouvoir la gérer. Après, Mohamed en a parlé, il y a la phase de scale-up et des processus qui sont mis en place avec la consolidation des acquis. Et après, il y a la question qui se pose, est-ce que du coup, j'en fais une entreprise pérenne ou je la vends? Là, nous, on peut apporter un peu de valeur ajoutée et pour avoir accompagné Mohamed ou d'autres clients. Et ce qui est très, très compliqué, en fait, pour un chef d'entreprise, et d'autant plus quand on est une start-up, c'est de se dire qu'en fait, on va réussir. Et donc, se projeter très rapidement sur la meilleure version qu'on pourrait avoir de la start-up. Parce que dès lors qu'on a pu mettre en place l'organisation, la structuration de l'équipe, l'organisation du temps de travail, etc., en amont, et qu'on a pu le faire au moment où l'équipe était restreinte, bah, on a toutes les chances que ça soit validé. Plus on va attendre, plus il va y avoir des forces extérieures qui vont venir, qui n'ont pas été à l'origine du projet, et qui vont, d'une façon assez aussi, j'allais dire de bonne foi, hein, qui vont vouloir apporter leur pierre à l'édifice, mais qui vont un petit peu tronquer c'était quoi l'origine du projet. Et du coup, on peut avoir des difficultés par la suite pour mettre l'organisation en place souhaitée ou la structuration souhaitée. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Mohamed. Non, non, mais je rejoins parfaitement. Tu as su résumer en tout cas les défis de la vie d'une startup. Donc, et en effet, sur le plan, la construction de l'équipe, en fait, ce qui fait que, moi je le dis souvent, hein, ce qui permet à une startup de réussir ou pas, c'est pas l'idée, c'est pas l'innovation, etc. Parce qu'on voit parfois, il y a 10 startups qui ont la même idée, le même projet, mais c'est ce qui fait qu'il y en a une qui réussit par rapport à d'autres, c'est sa capacité justement à fédérer les humains autour de cette idée, de s'organiser, d'intégrer des nouvelles personnes avec le bon niveau de compétence et le bon niveau d'engagement vis-à-vis du projet. Donc, toute une question d'équilibre humain pour justement réussir ces différentes étapes que tu présentes. Voilà. Et on l'avoue, hein, c'est très compliqué parce qu'en fait, se dire qu'on peut réussir, c'est pas toujours acquis, même si on est plein d'idées, d'énergie, etc. En fait, il faut vraiment se mettre dans une posture, on va réussir, et à penser l'organisation dans 5 ans ou dans 3 ans, au même titre qu'on pense la rentabilité et le business model. C'est vraiment très important. Et comme dans les startups, on parle parfois de levée de fonds à plusieurs millions d'euros, moi j'allais dire ça, c'est le conseil RH à plusieurs millions d'euros. Plus vous le faites tôt, plus vous le faites avec l'équipe restreinte, et plus vous avez des chances d'avoir un fonctionnement fluide et en tout cas moins de frottement par la suite. OK. Ensuite, on passe. Donc, effectivement, on va avoir une croissance plus stable, hein. On rentre dans une deuxième partie où là, on va plus s'occuper de l'interne et des ressources en place avec la structuration des processus. On va regarder l'efficacité des ressources qu'on a mis en place et des outils qu'on a mis en place. Et surtout, il y a une vraie question qui va arriver dans un second temps, qui est la question de la rentabilité. Qu'on soit resté actionnaire unique ou qu'on ait fait rentrer, des actionnaires extérieurs, ça va rapidement se poser. Je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus, Mohamed, sur la question de la rentabilité. Non, mais clairement, en fait, moi, quand je parle vis-à-vis de mes équipes, on n'utilise pas le terme de rentabilité, mais c'est l'autonomie. Donc, ce qu'on veut pour l'entreprise, c'est pouvoir être autonome. Donc, dans nos décisions, dans la valeur ajoutée qu'on va continuer à apporter. Et donc, j'associe souvent, c'est des formations professionnelles en tant que papa. Je compare souvent la vie de l'entreprise, la vie de la start-up à l'enfant. Donc, on accompagne donc avec un environnement qui lui permet de se développer jusqu'à pouvoir être autonome et justement prendre ces décisions de manière construite. Et quand je parle d'autonomie, bien sûr, cette autonomie financière, parce que tant qu'on n'est pas rentable, on dépend de financeurs, donc que ce soit des investisseurs ou d'autres qui vont financer la start-up, tout comme l'enfant qui est nourri au biberon par ses parents. Top. Donc là, on va zoomer effectivement sur les RH, hein. On a titulé cette partie de la présentation « Menaces ou opportunités pour un développement durable ». Et on va expliquer pourquoi, en fait.
En fait, il y a un autre type de RH dont on a besoin pour les startups, parce que Mohamed vous en a parlé, il y a besoin d'une agilité et surtout, il y a besoin de comprendre vraiment l'esprit de la startup. Je pense que le bon RH pour une startup, c'est celui qui va vraiment mettre en mots, en processus, en structuration, ce qu'il y a dans la vision du dirigeant, dans les valeurs du dirigeant, et encore plus sur une startup qu'une entreprise classique. Avec cette difficulté qu'on reste quand même en France et que du coup, on a un certain nombre de lois sociales qui s'appliquent, quand bien même on s'appelle start-up ou pas, c'est les mêmes lois. Et au-delà de ces lois, il y a des menaces potentielles qui peuvent arriver en tant que RH business partner de ce type d'évolution d'organisation, qui est premièrement une masse salariale déséquilibrée et qui va toujours dans ce défi de trouver de la croissance et de la rentabilité rapidement. C'est-à-dire que si l'activité croît plus lentement alors qu'on a écrit un business plan plus lentement que les recrutements, on va avoir une dette qui va s'alourdir, sachant que tout le monde sait comment ça fonctionne, hein. Autant l'activité, on la mesure mois par mois, autant quand on fait un recrutement, c'est des effets de cliquet, des effets de seuil. Donc, d'un seul coup, on va structurer l'organisation parce qu'on avait prévu une atteinte de résultats. Si l'atteinte de résultats n'est pas là, les effectifs sont quand même en place. Donc, il y a vraiment cet équilibre permanent à trouver. La deuxième, c'est la question de la désorganisation. On recrute, mais en fait, ça nous paraît clair, en tout cas, ça paraît clair dans l'esprit du dirigeant et de l'équipe proche, mais en fait, on se rend compte très vite que ce n'est pas aussi clair pour tout le monde et que l'absence de processus clair crée des inefficacités. Et quand on parle de processus clair, ça peut être des processus juste pour faire en sorte de récupérer l'argent quand on a des clients notamment. Même difficulté, j'allais dire encore plus, nous on l'a vécu à travers un certain nombre d'accompagnements d'entreprises, c'est les erreurs de recrutement. Autant dans une entreprise classique, comme il y a déjà toutes les fondations, que les équipes sont assises, j'allais dire une erreur de recrutement, ça a déjà un coût, mais on s'en remet. Sur une start-up, ça peut créer facilement deux difficultés. La première, c'est que en fait, ça désorganise l'équipe en place ou certains qui pensaient vouloir avoir le poste. Et en plus de ça, ça génère parfois des ruptures de valeur parce qu'on n'a pas été assez vigilant pour considérer qu'en fait, les valeurs n'étaient pas tout à fait les mêmes ou que le niveau de fonctionnement qui était celui de la start-up au moment où on a recruté le candidat n'était pas le bon niveau de fonctionnement par rapport au candidat recruté. Et du coup, ça peut générer potentiellement sur des conflits aussi interpersonnels. Un partage, Mohamed, peut-être ? Ouais, mais clairement, c'est trouver le bon équilibre entre la dimension légale, comme tu l'as précisé. Donc, faut pas prendre non plus, faut pas, en tout cas, moi aujourd'hui, donc peut-être parler un peu plus de mon expérience à travers ce que tu dis, c'est que très vite, bien sûr, on a conscience de la composante et des obligations légales sur le plan RH, donc qu'il faut respecter. Mais par contre, je pense avoir été correctement accompagné, parce qu'on travaille depuis maintenant presque 3 ans avec Orgom, pour justement que ce ne soit pas la réglementation légale qui structure notre société. Donc bien sûr, on doit respecter une réglementation, mais partir de notre besoin, que ce soit en effet dimensionnement des équipes, comme tu le disais, mais aussi les valeurs, qu'est-ce qu'on transmet aux équipes. Moi, quelque chose qu'on a fait et qui est important, qu'on a réussi à construire avec Orgom, c'est quoi? Le fait de mettre des valeurs humaines, ce qu'on appelle les soft skills, comme étant des compétences professionnelles, donc la bienveillance, le fait d'être authentique, etc. Donc, ça fait partie en effet des risques qu'il faut identifier, c'est-à-dire quelle âme, donc là je parle d'âme, on veut donner à cette startup, quelle identité, quel ADN, et être suffisamment accompagné pour pouvoir respecter nos obligations en tant qu'entreprise, parce qu'une startup c'est une entreprise, mais aussi mettre en place des solutions pour pouvoir préserver et surtout continuer à construire l'identité de la startup. Ok, top, merci Mohamed. Donc on le sait, hein, les risques associés à l'absence de structuration RH, et on ne parle pas du réglementaire, sont assez énormes. Risques en termes d'organisation, de process et de mission. Voilà, puisque en fait, dans
dans une startup, forcément, il y a des missions qui sont l'ADN de l'entreprise et tout le monde veut être dessus parce qu'on a l'impression vraiment de créer beaucoup de valeur. Il y a certaines missions qui sont un peu moins fun et dont personne ne veut aller, mais qui font partie aussi des nécessités de l'organisation. Donc là, c'est aussi tout un processus à recaler au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise sur le triptyque organisation, process, mission, comme en a parlé Mohamed, qui doit être vu quasiment tous les 6 mois, donc beaucoup plus rapidement qu'une entreprise classique. Un petit mot là-dessus, Mohamed? Non, ça rejoint ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Donc oui, clairement, la structuration, c'est un état permanent. On pense qu'une structuration est ponctuelle, mais en réalité, dans la vie d'une startup, c'est un état permanent. Ok, top. Donc, c'est là où le RH peut être vraiment un levier, hein, et notamment par rapport à des fondateurs de startups qui n'ont pas forcément toute l'expertise organisationnelle parce qu'ils vivent leur entreprise comme un bébé, hein. Donc, on sait que quand on a un nouveau-né, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils de parents avisés qui ont déjà eu l'expérience. En fait, nous, ce qu'on a proposé à Mohamed, c'est de challenger l'organisation, parfois en allant vraiment vers vers quoi il voulait, mais parfois aussi en le challengeant sur d'autres dimensions, donc pour ouvrir un peu les chakras. On a aussi challengé les recrutements stratégiques par rapport à nos connaissances de l'humain, parce qu'effectivement, on peut être fan d'un profil parce que expérience très comparable ou très semblable, mais ce qui est très, très important, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est surtout le partage des valeurs et le partage que dans un premier temps, avec le fondateur qui reste encore très opérationnel dans les premiers temps, ça va bien fonctionner. Ça, c'est très, très important et ça l'a été pour EduCup. Et surtout, s'assurer que le futur recruté ou la future recrue entre bien dans la culture de l'entreprise et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas la culture de l'entreprise qui soit obligée de s'adapter à la nouvelle recrue. Ça, c'est très, très important et j'allais dire fondamental, plus fondamental d'ailleurs que l'expertise technique liée à la startup qui, pour Mohamed, est par exemple, la formation et toute la pédagogie sur l'éducation. Ça, pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est un peu ce qu'on a apporté. Voilà, pour le coup, je rejoins complètement Philippe, je me permets d'intervenir, hein. Donc là, d'expérience, comme je disais, on est passé de 0 à 600 salariés. Donc beaucoup de recrutement. Donc bien sûr, dans le recrutement, il y a eu de la casse, des échecs, etc. Mais d'expérience aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai voulu me concentrer sur la compétence pour recruter, j'avais un taux d'échec en matière d'onboarding qui était beaucoup plus élevé que lorsque je me suis concentré sur les soft skills, sur l'alignement de nos valeurs, etc., avec des personnes qui n'avaient peut-être pas les compétences sur le CV, mais qui sont très vite montées en compétences justement dans l'organisation. Donc ensuite, maintenant, le défi, c'est ce qu'on arrive à faire depuis qu'on a atteint justement cette maturité, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre, bien sûr, en se donnant les moyens d'évaluer les compétences, d'avoir les bonnes compétences, mais surtout, le must-have sur lequel il faut être intransigeant, c'est de s'assurer que l'alignement, l'alchimie avec l'ADN et la culture d'entreprise soit la plus parfaite possible. Donc, et là, c'est tout un métier. Là, pour le coup, le recrutement, il est stratégique, donc à tous les niveaux, que ce soit les postes clés, les postes de direction, de C-level, comme on les appelle dans le jargon des startups, ou des niveaux plus opérationnels ou du medium management. Donc, en effet, c'est central. Quand on parle de croissance, il y a nécessairement beaucoup de recrutement et savoir les gérer avec une approche qui n'est pas purement rationnelle et qui permette d'allier les soft skills, l'ADN, l'identité. Et surtout, ce qui est important aussi dans la startup, c'est d'avoir des profils que j'appelle intrapreneurs. Donc, des profils qui restent créatifs, qui aient cette capacité à être agile, parce que une des raisons aussi d'échecs qu'on avait, hein, donc on a pu recruter des personnes compétentes, mais qui avaient du mal à s'intégrer dans un environnement très évolutif. Donc, et là, c'est quelque chose qu'il faut évaluer aussi dans le comportement et la personnalité des personnes que l'on recrute. Tout à fait. Ce qui est acquis un jour ne l'est plus le lendemain dans une startup.
Et donc, il faut avoir cette agilité en soft skills. Donc, les RH sont à la croisée des chemins, hein. C'est ce qu'on explique, avec la nécessité d'une équipe RH robuste. Tout à l'heure, Mohamed partagera, et je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il a fait le choix dans un premier temps de ne pas internaliser la fonction RH. Il vous donnera ses motivations et sa vision, et on a longuement échangé là-dessus. C'est vraiment très important. Bon, là, on vous a remis le rôle des RH dans la vie des startups. On va passer rapidement, puisque c'est quelque chose d'assez logique et lié à la croissance. On va laisser du temps pour échanger parce que je vois le temps qui passe. Voilà, donc on va laisser Mohamed témoigner. Donc voilà, sur le témoignage, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais, Mohamed. Moi, j'ai 2 souvenirs avec toi. C'est nos échanges longs et variés sur l'internalisation ou l'externalisation de la fonction RH, hein. On sait qu'il y a des ratios RH qui expliquent qu'à partir de 100 salariés, on peut internaliser la fonction RH. Mohamed vous a expliqué qu'il est à 600 salariés, il ne l'a toujours pas fait. Et le deuxième sujet qu'on pourrait partager, je sais qu'on a géré avec toi une mission importante de recrutement de quasi 200 ou 300 personnes sur quelques mois. Donc voilà, j'aimerais bien que tu partages cette expérience parce que c'est vraiment 2 choses un peu atypiques. Bon, clairement, en effet, aujourd'hui, 600 salariés, j'ai toujours pas de DRH dans le groupe EduCup. Donc, fonction qui est donc assumée. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de DRH donc sur le poste de salarié que la fonction n'est pas assumée. Donc, d'ailleurs, la fonction RH, elle est internalisée parce qu'on a des équipes RH, donc ils vont faire de la paie, qui vont faire du recrutement, qui vont faire, qui font du légal, etc. Ensuite, c'est comment diriger cette équipe. Et donc, le choix que j'ai fait, donc avec lequel j'étais beaucoup plus à l'aise, c'est de l'externaliser, cette fonction de direction RH. Et d'ailleurs, quand on parle d'RH chez EduCup, et ça, on a quand même travaillé ensemble, Philippe, c'est pas diriger les ressources humaines, mais plutôt les révélations humaines, avec cet enjeu de pouvoir révéler le potentiel de chaque individu qui compose l'entreprise. Donc là, je compte avoir un DRH donc à partir de 2025. Justement, on est en train de regarder, on a commencé à recruter, mais je l'ai fait très tardivement par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que la manière dont j'ai mené le projet jusqu'à aujourd'hui sans DRH était la bonne, parce que ça a fonctionné. On en est là aujourd'hui, on a connu une très bonne croissance avec des équipes qui vont bien, avec un niveau d'engagement qui est très fort. On a pu être aussi très sensible avec ton accompagnement et celui de tes équipes, aussi au bien-être des équipes. Et là aussi, c'est important d'avoir, lorsqu'il y a des sujets humains, des sujets relationnels, d'avoir quelqu'un qui n'est pas jugé parti, comme pourrait être le DRH qui est interne. Donc, jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné parce que ça a permis d'ajuster, d'affiner notre organisation avec un cabinet de conseil qui est à l'extérieur de la boîte, mais qui est aussi, on se parlait quasiment tous les jours, tellement proche, qui permet d'avoir aussi un regard très précis et très juste sur la réalité intérieure, la réalité interne d'EduCup. Donc oui, donc comme quoi c'est possible de construire une entreprise de cette taille sans avoir un DRH, mais le tout, c'est de savoir être accompagné, savoir d'accepter d'être conseillé, d'avoir le bon niveau de conseil. Donc, et là, c'est un temps à passer, parce qu'avant de trouver le bon cabinet de conseil, j'en ai rencontré quelques-uns avant de travailler avec Orgom. Donc, et là, c'est aussi une question de fit, de s'assurer que le cabinet de conseil est capable de comprendre les enjeux humains d'une startup à impact social qui a vocation à grandir très, très vite et de manière forte. Donc, ça, c'est pour le premier sujet là, sur lequel tu m'as sollicité, Philippe. Donc, et pour le second point, en effet, la dimension recrutement, c'est que ça va faire 3 ans, là, dans quelques mois qu'on travaille ensemble. Donc, en effet, les effectifs ont quasiment doublé, mais au-delà de ça, on a aussi structuré la boîte. La première chose que j'ai confiée au cabinet de conseil, même si je l'avais fait régulièrement, c'est un audit RH, identifier tous les risques que nous avons, les points d'amélioration, ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir structurer. Donc, il ne s'agissait pas d'inclure 200 personnes en plus dans l'organisation, mais il fallait aussi adapter l'organisation pour pouvoir recruter ces 200 personnes. Et là, c'est aussi une nécessité d'avoir
des consultants, en tout cas c'est la manière dont j'ai travaillé avec Orgom, des consultants qui ont une vision 360, qu'elle soit interne ou externe, pour pouvoir justement mettre les pas les uns après les autres de façon à atteindre cette cible en matière de taille d'entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas que de recrutement. J'ai beaucoup parlé de recrutement tout à l'heure et la capacité à réussir les recrutements, mais il faut préparer l'environnement dans lequel on va recruter. Et donc, ce qu'on a fait ensemble, et je trouve que c'était crucial, justement dans le cadre de l'audit, c'est qu'on a d'abord identifié les risques. Et on sait qu'un risque pour une entreprise, plus il y a de people, plus la gravité du risque augmente, ce qui est normal. Donc, on s'est d'abord dit on allait traiter ces risques-là, les corriger, et ensuite accélérer avec une phase de recrutement intensif. Et si on ne l'avait pas fait dans cet ordre-là, en fait, les risques auraient été beaucoup plus importants, avec une gravité dans le cas de leur survenance qui auraient été fortes, et voire qui peuvent être des risques, s'ils sont maltraités, qui peuvent être fatals pour une entreprise. C'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais dans les startups, il y a quand même un taux d'échec qui est énorme. On parle entre 70 et 90% de taux d'échec dans les startups. Et quand je dis taux d'échec, c'est une entreprise qui ne survit pas après 5 ans d'existence. Donc, nous, on a dépassé les 5 ans. Et donc, surtout qu'on est sur une bonne dynamique. Et en effet, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste la question de l'innovation, l'idée de la startup. Si c'était que ça, toutes les startups réussiraient, parce que les idées, elles sont bonnes. À partir du moment où elles arrivent à lever des fonds la première fois, c'est qu'on a cru en l'idée. C'est vraiment cette capacité à pouvoir structurer, préparer l'environnement de l'entreprise, la faire grandir de façon à accueillir ces centaines de personnes qu'on a réussi à recruter ensemble au sein d'EduCup. Merci Mohamed. Du coup, on va passer au sondage. Non? Bon, on arrive quasiment au terme. On a passé un peu plus de temps que prévu. Donc, l'idée, c'est d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, profitez-en. Je vous le redis. Mohamed, il est brillantissime. Nous, on a plaisir à travailler avec lui depuis 3 ans. Il fait quelque chose de révolutionnaire, à la fois par rapport à sa vision et par rapport à ses actions. Donc voilà, profitez-en. Il est avec nous. Encore 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et mettez-les dans le chat. Ça nous permettra de pouvoir y répondre. Entre-temps, le temps que ça arrive, Mohamed, c'est quoi les prochaines étapes par rapport à ta vision de EduCup, et comment, du coup, les RH pourraient être de nouveau un levier, un accompagnant sur ces autres dimensions? Donc ouais, en tout cas, à court terme, mes premiers enjeux, bon, je disais, il y a plusieurs activités au sein de EduCup, donc l'activité de formation et l'activité de service à la personne. Donc l'activité de formation, donc, elle est complètement autonome et indépendante de moi aujourd'hui. J'ai même quitté le codir de cette activité, donc parce qu'on a su recruter un directeur général qui a construit son équipe et donc qui suit son cours. Donc là, à court terme, c'est sur l'activité de service à la personne qui s'appelle Domisori. Donc où là, il s'agit de recruter un binôme, donc DRH, donc on va internaliser cette fonction, et le DG, directeur général, de façon à leur confier vraiment les clés de ce projet et qu'ils poursuivent le développement sur une assise forte qui a été établie ces dernières années. Donc, et mon enjeu, comme je disais, moi, c'est EduCup, c'est la machine à projet éducatif et impact social. Donc, je veux revenir donc sur ce qui m'anime le plus, donc reconstruire des projets from scratch, donc liés à EduCup, et donc ce qui veut dire repasser par les mêmes étapes. Donc, en étant seul au départ et construire une nouvelle identité, une nouvelle ADN, une nouvelle entreprise, des nouvelles équipes, donc des recrutements, etc. Donc là, ça fera la 3e fois que je le fais, 3e entreprise. Mais ce n'est pas pour autant que je saurais le faire seul, donc parce que chaque entreprise est différente, chaque secteur d'activité est différent. Il y a des spécificités à connaître. Les compétences ne sont pas les mêmes, donc ça sera nécessaire de reconstruire de belles futures boîtes, donc en s'appuyant sur les mêmes fondations qu'on a construites sur Domisori et l'Académie. Ok, merci Mohamed. Et pour finir, donc nous on a parlé du conseil à 1 million d'euros d'un point de vue RH, en tout cas ce qui nous semblait avoir de la valeur pour les personnes qui nous écoutent. Si toi, plutôt en te plaçant du côté
du fondateur, tu avais à conseiller d'autres fondateurs qui veulent faire la même chose que toi, ça serait quoi le conseil à 1 million d'euros que tu donnerais à des personnes qui sont, alors on va prendre 2 étapes, juste avant de lever des fonds et au moment de lever des fonds, ça serait quoi les conseils que tu donnerais? Et du coup, je touche quelque chose ou pas, vu que c'est un conseil à 1 million d'euros? Ouais, tu vas toucher beaucoup d'abonnés, j'espère, et en tout cas de clients. Enfin, suivez-le, vous allez voir, c'est vraiment génial ce qu'il fait pour l'éducation et pour le territoire. Non, mais en tout cas, avec plaisir, hein. Donc, intuitivement, vraiment, je le dis, le plus important, ce qui fait la réussite d'une entreprise, d'une startup, c'est la capacité à bien s'entourer, la capacité à accepter qu'on fera des erreurs. Et mais il faut prendre des décisions, les assumer et surtout prendre un maximum de conseils autour de soi, bien s'entourer. Donc, pour justement avoir des personnes qui nous disent pas ce qu'on a envie d'entendre, parce que souvent on parle de bienveillance, on a envie d'être soutenu, des personnes qui nous disent ouais, t'es le meilleur, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est pas ce qu'il faut en fait. Justement, ce qui est difficile pour un dirigeant, souvent lorsqu'il recrute son équipe, c'est qu'il veuille une équipe qui aille dans son sens. Donc, alors que non. Donc, il faut pas non plus l'opposer. On a des personnes qui vont être et ça existe bien sûr énormément, des personnes qui vont plutôt démotiver, mais il faut avoir des personnes qui ont une expertise, qui sont qui sont bienveillants et qui sont capables de donner des conseils sans aller dans le sens du dirigeant. Donc accepter un regard critique sur ce que l'on fait et surtout en tenir compte et d'être assez agile pour se réformer soi-même. Parce qu'on grandit avec la startup. Clairement, je ne suis pas le même Mohamed que j'étais lorsque j'ai démarré, j'avais 33 ans. Donc, mais tout simplement parce que je me suis nourri, je me suis enrichi des multiples conseils qui valent aussi des millions d'euros que j'ai eu pendant tout ce parcours. Donc, et ça, c'est l'ouverture sur les autres, l'écoute, savoir s'entourer, ça, c'est vraiment important. Et parfois, je rencontre des start-upers qui me disent oui, moi j'ai du mal parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée, j'en parle pas. Mais souvent, enfin, moi je considère qu'au contraire, c'est une erreur que de fonctionner comme ça. Donc, bien sûr, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Donc, essayer d'identifier des personnes qui veulent notre bien, mais bien s'entourer et prendre un maximum de conseils. Donc, c'est le conseil à 1 million d'euros que je donnerais. Ah super, merci Mohamed. Et celui-là, il est précieux parce que c'est une chose que de le comprendre intellectuellement, c'est une autre chose quand on doit le mettre en œuvre et de le faire. On voit tout de suite la différence entre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait, et tu en es vraiment l'exemple. Voilà, on arrive au terme du coup de ce webinaire. Vous avez la possibilité de récupérer le support via le QR code qui est là. Donc, je vous laisse le scanner et je vous laisse avec Natacha pour conclure. Un grand merci, Mohamed. Natacha vous explique la suite et comment retrouver ce webinaire. Et à très bientôt. Merci Philippe. Au plaisir. À bientôt. Merci Mohamed. Merci à tous d'avoir été si nombreux et présents sur ce webinaire qui, j'espère, vous apportera beaucoup d'éclairage concernant la vie d'une start-up, mais d'un point de vue RH et d'un point de vue dirigeant. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn sur le compte de Philippe Maillard ou de Orgom, mais également de EduCup et de Monsieur Mohamed El Mazouji. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.